Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons toujours parler de la communication UART et cette fois-ci en utilisant le mode asynchrone, donc avec l'utilisation du DMA. Voilà, c'est sans doute le mode le plus utilisé parce que il colle plus avec les standards des applications temps réel. Et vu que puisque nous utilisons Zephy OS, qui est un système temps réel, connaître cette notion, c'est sans doute le mode le plus important à maîtriser lorsque vous allez écrire vos applications qui communiquent avec l'UART asynchrone. Donc généralement dans ce mode, ce qui va se passer, c'est que si on a des microcontrôleurs qui communiquent, s'il y a une donnée qui est transmise, cette donnée-là sera transmise d'abord au périphérique DMA qui va se charger d'envoyer ces informations à la mémoire et qui va être traité puis reçu, et le traitement va continuer. Donc c'est généralement le schéma de fonctionnement, l'architecture de fonctionnement dans le mode asynchrone en fait. Donc c'est bien de maîtriser cela et pour étayer mes dires en fait. Donc généralement ça va se passer comme ça, que ce soit une communication de la mémoire vers le périphérique ou du périphérique vers la mémoire, il y aura toujours un DMA qui sera accolé là et qui va permettre au CPU de respirer ou d'effectuer un certain nombre de tâches tranquillement, et donner que recevoir, faire le traitement ou signaler lorsque le transfert des messages ou des données sont terminés. Voilà. Donc comme je l'ai dit, Zephy OS présente ces trois modes et aujourd'hui nous allons nous focaliser sur le mode asynchrone. Donc il y a une API qui est proposée pour pouvoir communiquer avec le kernel de Zephy et le sous-système. Voilà, donc comme les autres, il y aura toujours un type de structure de données qui est défini dans l'API, des fonctions définies, principalement la callback, très importante ici. On peut voir son prototype avec l'event, c'est sans doute la structure sur laquelle on va le plus s'appesantir. Et ensuite il y a une structure d'énumération qui va posséder un certain nombre d'events, et en fonction de l'event qui se produit, il y aura un certain nombre de requêtes qui sont effectuées. Et ensuite il y a des fonctions qui vont permettre d'activer, de désactiver et de faire de la transmission via le protocole UART en fait. Voilà. Donc comme je disais tantôt, généralement ce qui va se passer, c'est que en fonction de l'event qui va être généré dans la fonction callback ici définie, il y aura un certain nombre d'actions qui vont être effectuées grâce à notre structure event qui va contenir non seulement le flag en fait, pour exprimer mes propos, qui va contenir non seulement le flag, si je clique là, qui va contenir non seulement le type, c'est-à-dire l'énumération qu'on veut, et ensuite la donnée en fait. Donc si je reviens là pour expliquer mes propos, c'est que notre event est passé ici en paramètres, et ce qu'on aura sera un type de structure de données bien définie, donc en fonction de l'event qui est généré. Donc si on est en transmission, il y aura le type de données TX qui sera défini, qui sera assigné. Si on est plutôt en réception, il y aura donc c'est-à-dire le UART RX ready, il y aura cette structure de données qui sera définie au niveau de l'API. Si on réclame plutôt un second buffer, il y aura plutôt cette structure qui sera définie là en fait quoi. Donc en fonction de l'event qu'on aura pendant notre communication, comme je l'ai dit, il y a une suite d'actions qui sont définies là en fait. Donc
voici les différents types d'événements qui pourront apparaître, qui pourront survenir, et en fonction de cela, il y aura des actions qui peuvent être entreprises. Donc, ce que nous allons généralement le plus utiliser, ça, c'est quand on transmet de la donnée et que de la donnée est prête, il y aura cet event qui sera généré. À côté aussi, lorsqu'on transmet de la donnée, quand la transmission est terminée, il y a cet event qui est généré. Voilà, lorsque la communication s'arrête, il y a un ensemble d'informations qui y sont réservées. Voilà, à côté, si on a besoin d'un nouveau buffer de données pour pouvoir ne pas perdre de la donnée, si on relâche le buffer, si on arrête la communication UART et si on la stoppe aussi, voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont prises et bien détaillées là en fait. Donc, ce qui moi m'intéresse beaucoup plus, c'est de savoir comment utiliser toutes ces structures et fonctions. Et comme je l'ai dit, tout se passe dans la callback. Tout se passe dans cette callback qui est définie là. Donc, ça va prendre le device et ça va prendre notre structure qui contient les events très importants, et additionnellement on pourra avoir certaines données qui proviennent de l'extérieur pour pouvoir enrichir notre callback en fait. Donc une fois que on connaît ceci, il y a des fonctions maintenant sur lesquelles on pourra se baser pour pouvoir transmettre de la donnée. Donc déjà quand on veut activer une communication via le mode asynchrone, on utilise UART-RX Enable. Lorsqu'on veut transmettre de la donnée, c'est UART-TX, voilà. Et du coup, lorsqu'on veut assigner la callback à notre device, donc on utilise cette fonction UART-CallbackSet, très importante. Et voilà. Lorsqu'on veut ajouter un second buffer à notre communication pour ne pas perdre de la donnée, on utilise cette fonction. Et lorsque on veut arrêter notre communication, on utilise cette fonction et on passe juste le device en fait. Donc vous pouvez voir les prototypes de ces fonctions et ce qu'ils attendent comme paramètres. Voilà. Donc une fois que ceci est expliqué, voilà, donc vous pouvez avoir en détail l'ensemble de ces applications et ce qui retourne. Généralement, quand ils vont retourner 0, ça veut dire que la communication a été effectuée avec succès. Ensuite, il y aura un certain nombre de macros d'erreurs qui vont être définis, et comme je vous l'ai dit, ici vous pourriez retrouver la définition de n'importe quel macro. Ici j'avais cherché InnoSup, c'est où, voilà, donc c'est là, et sa signification en fait, voilà. Donc pour revenir, généralement pour chaque fonction il y aura un certain nombre d'erreurs qui sera généré, et là vous saurez si le travail a été, la transmission a été faite ou non. Donc pour mieux maintenant comprendre et mieux travailler là-dessus, on va s'appesantir sur cet event qui est passé dans la callback en fait. Donc ce qui se passe, c'est que l'event va nous donner le type d'event qui est généré, c'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on a, et ensuite la donnée avec la structure associée. Quelle structure en fait, en fonction de l'event, il y aura quelle structure. Voilà. Donc une fois qu'on connaît ça, on peut maintenant venir dans la définition. Donc si je regarde dans la définition du header UART.h, voici l'event qui est donné. Donc on aura le type en fait, c'est-à-dire ces flags ci là, et ensuite on aura la donnée qui est un UART event TX lorsque la transmission s'effectue. Voilà, donc on aura la taille du buffer et on aura aussi le buffer en question. Lorsque on sera plutôt en UART RX ready, voilà, donc on aura plutôt cette structure là qui est fournie, le RX, et dedans il y aura quoi? Le buffer qui contient l'ensemble de la donnée, l'offset qui va contenir, et je répète, c'est très important que vous compreniez, c'est l'offset qui va contenir la position de la donnée actuelle
et ensuite le length qui va contenir l'ensemble des informations, la taille du buffer de l'ensemble des données reçues en fait quoi. Voilà, donc c'est très important de retenir ça parce que généralement on aura à travailler, on aura beaucoup de traitements à effectuer lorsque cet event sera généré en fait. Et lorsque cet event est généré, généralement c'est ce buffer-ci là qui va être disponible en ce moment en fait. Voilà, c'est cette structure qui va être disponible et qui contient ces informations. Donc pour moi c'est très important de pouvoir maîtriser, de pouvoir connaître quel type d'event est généré et quelle est la structure qui va se trouver dans la callback en ce moment en fait. Donc maintenant, pour mieux étayer mes propos, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis en place un petit script qui va nous faire une petite démo de cette communication en mode asynchrone. Donc déjà, le premier point, c'est de pouvoir activer notre communication asynchrone avec en activant ce symbole en fait, en passant ce symbole à Y. Voilà, donc ensuite ce qu'il faut faire, c'est écrire le code, c'est-à-dire récupérer déjà le périphérique sur lequel on va communiquer. Donc ici là je prends Zephyr console, et le Zephyr console ici là c'est rattaché à l'USART2 pour notre nucléo G0RB. Maintenant que je connais ça, il y a une petite modification qui doit être faite. C'est pour ça que j'ai créé ce fichier OVRD. Et vu que la communication asynchrone doit aller de pair avec le DMA, comme on a vu ici, il faut qu'on configure le DMA. Si vous utilisez les cartes nordiques, il n'y a pas de traitement à faire principalement. Ça, c'est spécifique uniquement aux cartes venant de chez STM32 microélectronique. Donc, il y aura cette configuration à faire. Et il faut activer le DMA, c'est ça qu'on fait ici. Il y a la notion de DMA mux qui sélectionne quel DMA utiliser. Et ensuite, il faut passer, il faut définir, à rattacher le DMA à notre périphérique USAT. Et du coup, comment le faire? En passant ces informations. Comment passer ces informations? Donc, dans la définition de notre nœud DMA mux, DMA autant pour moi, c'est incompatible de type V2. Et vu que c'est le DMA 1 qu'on a activé, voilà, on va voir comment on définit ces structures là en fait. Donc c'est ça que je fais là. Et là je peux lire dans la documentation en fait, c'est que tout ce qu'on a fait, c'est préciser le TX, le channel qui doit être utilisé, le numéro de requête, le RX, le channel qui doit être autorisé, le numéro de requête. On peut passer la priorité en combinaison avec le sens de la communication en fait. Parce que si on met cette macro STM32MARX, ça veut dire en fait qu'on est en train de faire une communication du périphérique vers la mémoire. Et du TX, on va faire une communication de la mémoire vers le périphérique USART-D ici en l'occurrence. Donc c'est ça que je définis. Et où est-ce que je récupère du coup ces requêtes? Donc je vais dire ici là que comme on a affaire à l'USART-2 TX, ça c'est le référence manuel du G0. Donc comment on utilise l'USART-2. Donc le RX, sa requête ici, ça sera 52 et sa requête sera 53 pour le DMA mix. Donc c'est ça qui est mis là, 52 pour le RX, 53 pour le TX. Voilà, et les informations vont être communiquées dans le channel 2 de DMA et l'autre dans le channel 3. Donc une fois cette configuration faite, maintenant ce qu'il y a à faire, c'est maintenant comprendre comment a été mis en place le code. Du coup je récupère le device via le nœud qu'on a récupéré ici là. Je crée le device autant pour moi, et cette structure elle est particulière, c'est pas forcément obligatoire, mais ça permet de voir ce qu'on a défini là. Donc on aura une communication en 8N1, le classique. Voilà, donc c'est ça qu'on va configurer ici dans la console, si je me trompe pas. Data bit, stop bit et parity none. Voilà, donc ici on n'utilise pas de flow control avec les requests to send et clear to send, donc du coup on passe cette macro. Et je pense que vous pouvez retrouver toutes ces informations toujours dans l'API en fait. Donc
voilà, flow control none. Donc je n'invente pas ces propriétaires en fait. Donc ils sont disponibles dans l'API lorsqu'on inclut le URT.h en fait. Voilà. Donc une fois ça fait, donc ça c'est le premier buffer de données que je vais transmettre au début. Voilà. Ensuite j'aurai besoin des offsets et du length pour faire du traitement. Du coup voici la callback. Et comme j'ai dit, la callback, on va lui associer l'event et notre device. Et c'est dans cette callback là que l'essentiel du travail va être fait. Mais avant, ce que je vais faire, c'est déjà venir dans ma fonction principale. Ensuite, je vérifie qu'on a bien notre device et que tout est bien configuré ici là. Donc que tous ces modes là sont bien configurés. Voilà, c'est une étape optionnelle, mais c'est important généralement de le faire. Ensuite, je vais rattacher ma callback à mon device, donc en utilisant cette fonction. C'est très important. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais maintenant activer ma communication en lui plaçant ici un timeout raisonnable en fait. Le timeout est aussi très important. Donc, et ensuite, je vérifie. À chaque fois, je vérifie toujours que j'ai bien activé ma connexion. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais lui transmettre une information dès le début. Il ne va rien se passer dans cette boucle while parce que tout se fait dans la callback. Donc, venons-en à la callback. La callback, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est juste qu'elle va recevoir un event là. Donc, elle va recevoir un event là. En fonction de l'event, si on a une donnée qui a été totalement transmise, voilà, je vais juste afficher que la transmission des données a été faite. Voilà. Et ensuite, ça, c'est généralement où on a beaucoup plus de traitement à faire. Donc, lorsque il y a une donnée qui est disponible, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc, il y a un traitement là, je peux directement afficher le message. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais là, ça correspond en fait à ça. Donc, je récupère ce buffer en fait. Voilà. Donc, le rx.buffer, c'est ça en fait. Donc c'est ça que je récupère là et j'affiche juste son contenu en utiliser print-key. Ensuite, je vais connaître l'ensemble des données qui ont été transmises, la taille des données qui ont été transmises et la position actuelle de la donnée qui se trouve dans l'ensemble du buffer. Je récupère ça en utilisant l'offset comme vous pouvez le voir là. Donc l'offset et le length me donnent ces informations. C'est ça que je récupère là en fait. Voilà. Et je vais les afficher. Puis l'ensemble des données aussi, ça peut être utile. Donc pour connaître l'ensemble des données dans le buffer, je peux sommer les deux. Donc c'est justement ça que je vais faire pour pouvoir afficher le message actuel en fait. Donc une fois cela fait, maintenant il y a le reste des events. Je vais juste afficher des choses pour que vous compreniez comment ça se passe. Et maintenant il y a une notion très importante. Donc si vous voulez que la donnée puisse être transmise de manière continue, c'est important de réactiver le buffer lorsqu'il est désactivé. Voilà, parce que après un certain timeout passé, le buffer va, la communication doit être désactivée et il faut encore réactiver la communication avec un buffer qui lui est accolé pour pouvoir continuer à recevoir les données de manière continue, je vais dire. Voilà. Donc, et les autres cas, lorsque ces événements seront générés, on va juste afficher le message. Donc, quand il y a une communication qui s'arrête, on peut récupérer la raison pour laquelle la communication s'est arrêtée, quoi. Voilà. Donc une fois cela fait, tout ce qu'on a fait, c'est faire une démo pour voir comment cet ensemble marche. Donc c'est vraiment important que vous puissiez récupérer votre nœud. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est définir votre callback et récupérer des événements. Voilà. En fonction de l'événement, il y aura un traitement qui va être assigné et généralement c'est le URT-RxReady qui est là pour faire généralement l'ensemble des traitements. Puis ce que vous devez faire, c'est n'oubliez pas de réactiver votre communication pour avoir une réception en continu. Voilà. Donc une fois cela fait, le reste c'est juste de l'initialisation.
là, on va essayer de se connecter au terminal. Donc déjà, je vais builder. C'est ça. Je build. Pendant ce temps, je veux me connecter à mon terminal. Les informations sont bonnes. J'efface. Voilà. Donc, la connexion est terminée. Je vais flasher. La compilation est terminée. Voilà. Donc, ici, j'ai déjà un event txDone. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, je transmets de la donnée. Ici, là, URTTX, je lui envoie de la donnée. Et le buffer TX contient quoi? Le buffer TX contient cette information en fait. Donc, c'est pour ça que vous voyez URT Async API Application. Donc, une fois que je transmets, l'événement est généré lorsque j'ai tout transmis de la donnée. Donc, c'est pour ça que vous avez ce URTTX done, en fait, parce que vous avez utilisé la fonction URTTX de l'API, et l'API comprend qu'il y a un ensemble de données qui ont été tout transmises. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser mon terminal pour envoyer des caractères. Donc, on va faire le Hello World classique, je pense. Voilà. Du coup, j'envoie. Là, on a quoi? L'offset à 0 et le nombre de données qu'on a envoyé 10. Et Hello World a bien 10 caractères. Maintenant, quelque chose de sympa qu'on va faire, je vais entrer Zephy. Zephy a quoi? 6 caractères. Donc, maintenant, l'offset, vous allez voir que l'offset va passer à 10. Et la taille de la donnée qui aura été reçue sera 16 en fait. 6, pardon. Voilà. Donc, vous voyez que le message actuel, c'est Zephy et l'ensemble du buffer contient voici l'ensemble des informations contenues dans le buffer. Et l'offset, c'est maintenant à 10 et la taille est à 6. Donc c'est pour ça qu'il a fait ici, là, voilà, partant de l'offset, affiche-moi les informations qui se trouvent jusqu'à la fin, en fait. C'est pour ça que ça m'affiche ce message actuel. Et vous voyez que là, c'est une fonction du mode polling. Donc ces différents modes peuvent très bien communiquer ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à envoyer de la donnée. Je ne sais pas quoi, je vais dire salut par exemple. Donc là l'offset met ajout, ça passe maintenant à 16, donc 10 plus 6, 16, et le nombre de données que j'ai envoyé c'est 5, ça lui a bien que 5 caractères. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est saturer le buffer pour voir les autres événements se générer. Je n'ai pas trop d'inspiration, donc on va envoyer ça. Voilà. Là, on est à 21 et l'offset est à 8, donc ça envoie bien les informations. Et du coup, je vais juste envoyer un tout petit message et on aura la génération. Voilà. Donc là, vous voyez maintenant que ça a généré d'autres events. Donc on peut voir là que ça vous demande si vous voulez ajouter un nouveau buffer, mais on n'a rien mis là en place, donc vous pourriez le faire. Donc quand ça s'est désactivé déjà, dans l'ordre, ça a été réactivé. Et ensuite, ça demande si ça a été réactivé parce que j'ai mis RX Enable. Ensuite, il y avait, est-ce que vous voulez ajouter un second buffer vu que les 30 données maximales ont été atteintes. Voilà, le buffer max c'était 30. Et ensuite, il y a eu un timeout about. Donc, vu que ça réactive, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux continuer à envoyer de la donnée vu que je l'ai réactivé là en fait. Donc, là, je peux encore recommencer à envoyer mon Hello World. Vous voyez, tout marche, tout se passe bien. Voilà. Voilà un peu comment fonctionne ce mode asynchrone en fait. Donc, j'espère que c'est assez démonstratif pour vous, que vous voyez son utilité. Voilà. Je pense que c'était l'ensemble des notions que j'avais prévu partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et voilà, je me ferai plaisir de répondre. Donc c'était tout pour tout ce qui était périph' de communication USART, et prochainement on va attaquer d'autres périphériques. Voilà, merci et à la trop prochaine.